And to me, America is the only mass civilization that ever existed. See? Bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'aime bien lire ou écouter des intellectuels. Tous ces gens dont la profession est de produire ou diffuser des idées. Il y en a pour tous les goûts, mais souvent j'ai quand même l'impression qu'en tant que classe, les intellectuels, en plus d'avoir un capital culturel énorme, ont bien souvent un capital financier non négligeable. En somme, c'est des bourgeois. Du coup, pour rompre un peu avec cette réalité, dans cette vidéo, on va parler du docker philosophe Eric Hoffer. Il a beaucoup parlé des intellectuels, et son avis est intéressant précisément parce que c'était un travailleur. Originaire du Bronx, Eric Hoffer est né fin du 19e, début du 20e siècle, une famille allemande ayant émigré aux États-Unis. Il a toujours été intéressé par la lecture qu'il pratiquait dès l'âge de 5 ans, en anglais et en allemand. Suite à un accident, il a perdu sa mère et peu après l'a vue quand il avait 7 ans. Son éducation scolaire a dû s'arrêter. À 15 ans, il recouvra la vue et se mit à lire assidûment les grands auteurs occidentaux de peur de ne plus pouvoir le faire si sa rémission ne s'avérait que temporaire. Son père mourut quand il avait 20 ans. Il émigra alors en Californie où il travaille d'abord dans le quartier de Skid Row à Los Angeles avant de devenir travailleur saisonnier, chercheur d'or pendant un temps, puis docker de 1943 jusqu'à 1964, où il devint professeur adjoint à Berkeley grâce à ses écrits. Il meurt en 1983. Là, on parle d'un vrai travailleur, reconnu pour son travail en philosophie ou plutôt en sciences politiques. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. En 1963, il fait paraître un livre qu'il considère comme étant le plus important qu'il ait écrit, The Ordeal of Change, ou Face à un monde changeant en français. Suite à sa parution, il a fait une série d'interviews où il parle de ce livre. On va s'intéresser à la partie où il parle des intellectuels. Mr. Hoffer, in our last conversation, we talked about the change, the ordeal of change, the changes that are taking place in Asia and Africa. And these changes in these underdeveloped countries are largely led by intellectuals. And yet in your book, The Ordeal of Change, you've said that the Asian and the African intellectual fears America and Americanization. Yes, Mr. Day, before we start to talk about intellectuals, I ought to make a few remarks. First of all, my knowledge of the intellectual is not based on first-hand experience. I probably met half a dozen intellectuals all my life, and I don't know them, but I always say to myself, if Marx, who never knew anything about a working man, who never done a day's work in his life, could write about working men, why the heck shouldn't I be able to write about intellectuals? The next remark is that what I say about the intellectuals is not about the American intellectual. There is a tremendous blurring of types in this country, Mr. Day. See, the masses are the ruling factor in this country there, and I think the American intellectual has absorbed an awful lot from the masses. Quand Hoffer parle de masse, il se réfère à l'ensemble des gens qui ne font pas partie de l'élite. Mais revenons-en aux intellectuels et ce qu'en pense Hoffer. What distinguishes the actions and looks of an intellectual, a European, as against an American? Well, in Europe and in Asia too, see, the educated person is actually convinced that he belongs to an elite, to a class above the common herd, see. And you'll be surprised, Mr. Day, what contempt for the masses there is in the European intellectuals. See. In my book there, I quote the finest of them. See. I quote Renan, who was a tremendously humane. See. I quote Flaubert. I quote Heine. See. And in Heine already, you can see an hostility towards the United States. He called the United States a prison of freedom. And he was afraid of the tyranny of the masses, more than any tyranny of any dictator. See? And yet this is actually a natural attitude of the intellectual. You know, in trying to figure out the intellectual, I had to go back all the way to the invention of writing. D'après les traces qu'on en a, l'écriture date au moins du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle a été inventée par les artisans pour faire les comptes dans les entrepôts ou les temples. Ce ne sont pas les intellectuels ou les professeurs qui ont inventé l'écriture. L'écriture et son expansion créent alors la profession de scribe. Le scribe était différent des autres artisans car son artisanat, l'écriture, était protégé et gardé pour garantir sa place auprès de l'élite politique. C'est ce que raconte la satire des métiers,
texte datant du début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, glorifie le métier de scribe. D'ailleurs, l'égyptologue allemand Hans Wolfgang Helck pense que ce texte reflète la véritable attitude de la classe scribale envers les travailleurs manuels, et il faisait déjà preuve de mépris. Donc le scribe fut très rapidement identifié comme appartenant à la classe dominante. So he was identified with power from the He was beginning. identified with the ruling class, with the ruling class. In other words, becoming a scribe was a novel way by which common people could join the elite. Avant l'éducation populaire, qui n'a tout au plus qu'un siècle ou deux, savoir écrire était une marque de l'appartenance à une élite. Ces élites ont façonné le monde et presque l'ensemble des civilisations que l'on connaît. Ce n'est pas surprenant si on considère que seules les civilisations qui ont compté parmi elles des scribes ont pu nous laisser des textes pour les comprendre. Sumer avait ses scribes, l'ancienne Égypte ses lettrés, l'Inde ses brahmanes, la Chine ses mandarins, le judaïsme ses rabbins et ses savants, l'Empire romain ses intellectuels romains et grecs et l'Église catholique avait son clergé. Now, in practically every civilization we know of, the scribe was a part of the ruling elite. See? And even in Europe now, see, the scribe, as I said, see, the intellectual, still feels himself a member of the elite. See? And it was the scribe and the priest and the king who actually fashioned all those civilizations we know of. They set the tone. They formulated all the ideals and the aspirations and so on and so forth. See? But the scribe grew out of commerce. He was Yeah. the bookkeeper. Absolutely. And in order to preserve his eliteness, you say he made writing more complex. But there came a time when writing became But fairly who did common. it? Who did it? Who broke the monopoly of the scribe? The trader. I was struck. trader? The trader. Yeah, the Phoenicians simplified the alphabet. They were the only ones. And again, for the purpose of bookkeeping. And if you read the history of the development of writing, it's fantastic that such an almost exterior thing that should have such a tremendous influence in history. See? Par ailleurs, les intellectuels participent à la stabilité sociale. Quand ils font cause commune avec le pouvoir en place, François Bégodeau parle alors d'intellectuels organiques, il est très peu probable de voir de troubles ou de soulèvements sociaux, car c'est leurs discours qui peuvent transformer le ressentiment de la masse en révolte. Et de la même manière, une classe dominante qui refuse l'accès au pouvoir des intellectuels peut se faire renverser. Le sage chinois Mozi a dit des classes dominantes des Qi et des Chu qu'elles avaient perdu leur vie et leur empire parce qu'elles n'employaient pas leurs savants. L'intellectuel est un facteur dominant pour la stabilité d'un ordre social quelconque tant qu'il fait partie de l'élite. Et quel est le rapport avec les civilisations de masse? Pour le comprendre, il faut revenir sur le rôle du marchand dans l'émancipation des masses. Now, the trader, whether you believe it or not, you know, despite his trivial motivation, see, after all, he's running after profits, see, has played a tremendous role, you know, in the emergence of freedom and the diffusion of literacy there, see. Everywhere, even in Europe, if you study, try to trace the diffusion of literacy in Europe, you'll see that it wasn't the professors, it wasn't the intellectuals who promoted popular education, it was the industrialist and the general, the military. They needed literate soldiers to fight the war. Of course, to me, all through history, there has been antagonism between the trader and the intellectual. And in my mind, I have it so that each one of them tried to break each other's monopoly. The trader tried to break the monopoly of the scribe on writing by simplifying writing. And the scribe tried to break the trader's monopoly on riches by preaching the division of riches. You know, in all the movements, you know, of taking wealth away from the wealthy there, see, were pioneered by intellectuals. Après l'invention de l'imprimerie par l'artisan et marchand Gutenberg, l'alphabétisation progressa en détruisant au passage le monopole de l'Église sur l'éducation. La Réformation arriva moins d'un siècle après. L'imprimerie a eu un rôle majeur dans la fragilisation de l'Église catholique. Les lettrés furent alors plus nombreux et moins attachés qu'auparavant aux institutions de pouvoir. C'est ces nouveaux intellectuels détachés de toute forme d'organisation de pouvoir, comme l'Église catholique par exemple,
qui se retrouvent à l'avant-garde des révolutions comme la Réformation, mais aussi comme la Révolution française ou les révolutions communistes du XXe siècle. Why has he been in the vanguard of the revolutions? Because he wanted to create a society in which he would be one of the member of the elite, and in which his social usefulness would be self-evident. This is just what's happening now everywhere, of course in Russia, in China, and in all the backward countries there. See, you have heard an awful lot. You can go to the library, you'll find half a dozen books on a revolt of the masses, a revolt of the masses. I can see no revolt of the masses at all. What I can see is the revolt of the intellectual, the revolt of the unattached intellectual against the prevailing dispensation, against the prevailing orders, and wanting to return to his golden age, the golden age of the scribe, when the scribe was at the side of the overseer with a whip, belonging to the elite. See? And as I said, the masses never really had a chance to do anything on their own. You had actually to discover a new world for the masses to come over and get the chance there. And to me, America is the only mass civilization that ever existed. See? It's something absolutely novel. But hasn't the intellectual in his revolutionary bent always identified himself with the masses? And does he not do it now? It's a temporary alliance. It's a temporary alliance. Isn't it a real alliance? No, there is a tremendous antagonism between the intellectual and the masses. The intellectual wants the masses as a mute mass, as a background behind him there. See, he wants to lead. He resents the fact that the masses should do anything on their own. He resents any social order, in which leadership is almost unnecessary. Pour Hofer, l'intellectuel détaché s'allie toujours par opportunisme avec une classe moins privilégiée que celle qui domine. En tant qu'homme de mots, il a besoin d'hommes d'action comme alliés. Pour combattre l'Église, les intellectuels se sont alors alliés à l'aristocratie. Pour combattre la noblesse, ils se sont alliés à la bourgeoisie. Et maintenant, pour combattre la bourgeoisie, ils s'allient à la masse, aux précaires, aux marginalisés, aux descendants des anciennes colonies, etc. Mais si on regarde ces mêmes intellectuels une fois au pouvoir, leur comportement change du tout au tout. Quand Luther défia le pape, c'était pour aider les gens ordinaires et le peuple. Une fois allié avec les princes germaniques, il les encouragea à mater les masses qui se rebellaient. La Révolution française, pour tout le bien qu'elle a fait à notre pays, a quand même eu sa part d'ombre, avec les tueries et le contrôle des masses par les intellectuels pendant la Terreur. C'est pareil pour les intellectuels communistes au XXe siècle, qui une fois au pouvoir ne semblaient plus tenir la masse en haute estime. Pour lui, les intellectuels sont d'ailleurs des patrons pires que les autres, car en plus d'exiger une obéissance, comme le patron capitaliste, il s'attend à être bien vu par le prolétaire qui doit lui obéir. Vu sous cet angle, la nationalisation des moyens de production est plus une menace qu'une promesse, car nous serons dirigés, et dirigés par quelqu'un, quel que soit le propriétaire des moyens de production. Et nous ne pouvons avoir aucune défense contre ceux qui peuvent nous dire en toute vérité que nous, les travailleurs, possédons tout ce qui est en vue et que nos maîtres d'œuvre nous conduisent pour notre propre bien. La bataille entre le socialisme et le capitalisme est dans une large mesure une bataille entre patrons, et il est légitime de considérer le socialiste dévoué comme un patron potentiel. Cette réalité a été décrite dans La ferme des animaux d'Orwell, exprimée à la fin du livre de manière très cynique dans le discours que M. Pilkington tient à la ferme quand il toaste avec les cochons. Aujourd'hui, lui et ses amis avaient visité la ferme des animaux et en avaient inspecté chaque centimètre de leurs propres yeux. Et qu'est-ce qu'ils y trouvent? Non seulement les méthodes les plus modernes, mais une discipline et un ordre qui devraient être un exemple pour tous les agriculteurs du monde entier. Il croyait qu'il avait raison de dire que les animaux inférieurs de la ferme des animaux travaillaient plus et recevaient moins de nourriture que tous les autres animaux du comté. Napoléon est en charge de la ferme des animaux, car c'est le chef de file des cochons qui se revendiquent tous de la classe intellectuelle. Il s'avère qu'il traite les animaux plus durement que les humains, dont la ferme des animaux s'était pourtant débarrassée. Il préfère l'alliance avec les autres exploitants agricoles humains du coin que de traiter correctement tous les animaux de la ferme. Et je pense que c'est en partie ce qui fait dire à Hofer qu'on ne peut échapper à l'impression que l'incompatibilité la plus fondamentale de l'intellectuel est avec la masse. L'intellectuel veut diriger et mener la masse à son salut. La masse n'est qu'un outil pour la transformation de la société qu'il souhaite. Au-delà du fait que beaucoup d'intellectuels ont été très critiques de la masse, cette impression lui vient aussi du regard que portent les intellectuels sur les États-Unis. Hofer considère comme étant la seule civilisation de masse que l'humanité n'ait jamais connue. We are a
real mass civilization, the only mass civilization that ever existed. See? Pour nous, Européens, cela peut paraître très étrange comme affirmation. Pourquoi parle-t-il des États-Unis comme la seule civilisation de masse qui n'a jamais existé? Pourquoi les États-Unis, pays férus de capitalisme, pourraient être selon Hofer le pays de la masse? Historiquement, ce pays s'est construit par des immigrés, des gens ordinaires qui venaient de toute l'Europe et que le voyage dangereux vers cette terre sauvage, vers ce nouveau monde, effrayait moins que la perspective de devoir rester en Europe. Ce n'est pas les nantis et privilégiés qui se sont déplacés en nombre vers le nouveau monde, mais bien les pauvres, les ouvriers, les paysans, les taulards, les marginaux et les parias. Ce pays a été construit en majorité par des gens ordinaires et sans supervision de la part d'une quelconque élite. C'est ce fait qui donne à l'Amérique sa totale nouveauté. Toutes les civilisations que nous connaissons ont été façonnées par des minorités exclusives de rois, de nobles, de prêtres et d'équivalents intellectuels. Ce sont eux qui ont formulé les idéaux, les aspirations et les valeurs, et ce sont eux qui ont donné le ton. L'Amérique est le seul exemple d'une civilisation façonnée et colorée par les goûts et les valeurs des gens ordinaires. Les dépréciateurs de l'Amérique désignent généralement ces défauts comme étant ceux d'une civilisation commerciale. En fait, ce sont les défauts de la masse. Le culte du succès, le culte du pratique, l'identification de la qualité à la quantité, l'addiction à l'action pure, la fascination pour le trivial. On en connaît aussi les vertus. Un superbe dynamisme, une diffusion des compétences sans précédent, un génie de l'organisation et du travail en équipe, une souplesse qui permet de s'adapter facilement aux changements les plus drastiques, une capacité à faire avancer les choses avec un minimum de tutelle et d'encadrement, une capacité de fraternisation sans limite. L'Amérique est le seul exemple de pays qui s'est construit sans supervision d'une élite, sans avoir eu besoin d'intellectuels. C'est le seul pays où des gens ordinaires ont eu la chance de montrer ce qu'ils pouvaient faire par eux-mêmes, sans maître à penser, ni contre-maître pour leur donner des ordres. Les gens ont été jetés là avec comme seul encouragement « Allez-y, c'est à vous ». Rien d'étonnant à ce que nous, les Américains, dans ce pays, ayons une foi profondément enracinée dans la régénération humaine. Nous pensons que s'ils en ont la possibilité, même les personnes dégradées et apparemment sans valeur, sont capables d'un travail constructif et de grandes actions. C'est une foi fondée sur l'expérience, pas sur une théorie idéaliste. Et quoi qu'en disent certains anthropologues, sociologues et généticiens, nous continuerons à croire que l'homme, à la différence d'autres formes de vie, n'est pas captif de son passé, de son hérédité et de ses habitudes, et possède des facultés infinies de plasticité. Et ses potentialités pour le bien et pour le mal ne sont jamais totalement épuisées. C'est précisément parce que le rôle des intellectuels a été très limité en Amérique, une civilisation de masse a pu être possible. Une civilisation de masse est une civilisation commerciale où des gens ordinaires peuvent, par le travail et le hasard des opportunités, connaître une ascension sociale. Et c'est surtout une civilisation dont la gestion est laissée le plus possible à l'ensemble des habitants. C'est une civilisation qui ne requiert pas ou peu de supervision. Le point fondamental de l'analyse d'Hofer est le besoin que tout homme a de pouvoir accomplir des actions qui vont construire son estime personnelle et lui donner un sentiment de valeur aux yeux de la société. Les commerçants et les artisans tirent ce sentiment de valeur de leur travail bien plus facilement que l'intellectuel dont les productions sont moins tangibles. C'est l'origine du ressentiment des intellectuels envers les marchands. Construire une estime de soi est la chose la plus importante pour l'individu. Quand cela semble impossible, l'individu est contraint de trouver un substitut, souvent dans une cause bien plus grande que lui, et peut devenir dans beaucoup de cas un vrai croyant. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si vous voulez en savoir plus, lisez donc Hofer. Pour une fois, au moins, ce sera un travailleur qui vous expliquera comment il voit le monde. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le voit pas, comme les intellectuels pensent que les travailleurs le voient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à partager et à commenter si le cœur vous en dit. C'était PH, à la prochaine.